force du peuple quand il surgit dans son histoire. Je savais que vous seriez là. Je savais qu'elle est inépuisable. La vague qui nous porte, génération après génération, dans nos rangs, passent aussi les ombres du pauvre visage de l'humanité humiliée. Tous ceux qui souffrent de ce monde écœurant où l'accumulation des uns se nourrit de la détresse sans fin des autres. Nous sommes leur revanche, nous sommes leur dignité intacte et l'espérance lumineuse des jours meilleurs. Puissants de la terre, nous voici. Nous sommes une nouvelle fois au rendez-vous de notre histoire, avec constance et cohérence, avec confiance et patience, et jusqu'à la victoire. Nous sommes la révolution citoyenne toujours recommencée. Voici notre maxime. Quel que soit le problème, la solution est le peuple. Comme nous avions besoin de sentir notre force, elle est notre liberté, elle est le feu qui brûle en nous et ne s'éteindra jamais. Si tant de gens se sont rassemblés aujourd'hui, c'est qu'ils savent combien l'heure est grave pour leur pays. Notre projet est celui d'une société bienveillante et douce pour ses membres. Une société pacifique et démocratique. Une société qui ne supporte pas la misère et la pauvreté au milieu de l'opulence. En écrivant la Constitution, c'est le peuple lui-même qui se refonde et s'amalgame en un tout pour redevenir la République une et indivisible. Produire plus, l'agriculture s'est mécanisée, spécialisée, industrialisée. En 1940, 1 calorie d'énergie fossile permettait de produire 2,3 calories de nourriture. En 2014, il faut dépenser plus de 7 calories d'énergie pour produire 1 calorie de nourriture. Vous reprendrez bien un bol de pétrole. Achat de graines, engrais, pesticides, machines, il a fallu mettre les moyens. En France, le niveau d'endettement des agriculteurs est passé de 57 900 € en 1980 à 159 700 € en 2010. 175% d'augmentation. Face à de telles dépenses, les plus gros mangent les plus petits. Implacable chaîne alimentaire de nos économies. Une autre nouvelle, que si c'est pas moi qui en parle, personne ne va en parler, c'est le problème que pose la disparition des animaux pollinisateurs. Je dis animaux parce qu'il n'y a pas que les abeilles, il y a d'autres vertébrés qui font ça. Alors, je ne sais pas qui a été faire un calcul, il dit ça va coûter 1,7 milliard d'emplois dans le monde, un truc comme ça. Bon, d'accord, enfin 1,7 milliard d'emplois, mais c'est pas ça le plus grave. Hein. C'est déjà bien grave, mais c'est qu'il n'y a plus de vie possible si les organismes pollinisateurs ils sont plus. Parce que du coup, il n'y a plus de fruits. Et s'il n'y a plus de fruits, ben, il n'y a plus de semences. Et ce n'est pas seulement vrai pour les fruits que vous allez manger, hein, les gens. J'espère que vous n'avez pas compris ça. C'est vrai pour n'importe quelle plante. Le mode de reproduction des plantes, c'est par les graines ou par les racines. Hein. Il n'y a pas 50 millions de fer. Donc c'est un véritable danger sur la flore de la planète. Alors on me dit oui, bah, peut-être que tu exagères, mais dites donc, est-ce que j'exagère? Est-ce que j'exagérais quand j'ai dit que ça allait mal tourner? De tout pourrir comme ça dans la nature avec les pesticides. Alors, comme le vin est un produit qui nécessite que soient réunies un certain nombre de conditions naturelles, il faut aussi, pour qu'il soit produit, un certain nombre de conditions sociales.
Mais bien sûr, l'évolution de la production du vin a suivi toutes les grandes histoires humaines et sociales de notre pays. En tant que production, qui a une forte valeur ajoutée, le vin est l'enjeu d'une lutte. Peu de gens savent cependant que le vin est lié aux premiers pas du mouvement socialiste et ouvrier dans notre pays. La première coopérative dans le monde agricole a été créée à Marossan, à côté de Béziers, par Jean Jaurès lui-même en 1905, l'année de l'unification du mouvement socialiste en France. Vous voyez que les dates correspondent. Bien. Alors, l'avenir en commun, tu me donnes le top ou c'est bon? Ah, pardon. Alors, l'avenir en commun, vous le savez, c'est un projet de société cohérent, global, et qui repose d'ailleurs sur une analyse politique conséquente. Hein. On part d'une observation, une première observation, selon laquelle notre écosystème est quand même mal en point, et ce, à cause des activités humaines. On parle même, d'ailleurs, ce sont des scientifiques qui ont mis au point ce terme d'anthropocène, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la planète est impactée, modifiée par les activités qui s'y déroulent, et en l'occurrence des activités humaines. Donc elle n'est plus à elle-même son propre générateur, on va dire, ou en tout cas son propre transformateur. Donc notre réponse face à ça, elle tient dans une idée. D'abord, un concept qu'on a appelé la planification écologique, et les mots sont importants. Ce sont nos mots. Personne n'emploie ces mots à part nous dans l'avenir en commun. Et cette association de termes, elle veut à peu près tout, enfin, elle veut dire exactement ce que nous souhaitons faire, dont je vais juste évoquer certaines évocations, certaines idées, et pas du tout le détail, puisque ce sera le travail de Martine Billard qui est avec moi. Planification écologique, c'est le temps long, c'est le privilège ou la priorité donnée à la préoccupation écologique, et c'est aussi le rôle de l'État dans la régulation dont il s'agit de faire œuvre. Martine, qui est ici, va nous expliquer cette idée, ce concept-là, dans un premier temps. Elle est co-animatrice du livret qui s'appelle Planification écologique, et je pense que vous n'aurez pas de mal à comprendre qu'il s'agit véritablement d'un pilier du programme, un pilier de l'avenir en commun, et tu illustreras, je crois, par la question des énergies renouvelables. Ça, c'est le premier temps des interventions qui se dérouleront ici. Et la cohérence de la réponse, elle se situe certes au niveau des concepts, mais pas seulement. Elle se situe aussi dans des mesures concrètes, des mesures quotidiennes que nous proposons également, avec l'espoir que ces mesures concrètes provoquent finalement des effets sur nos modes de vie et sur la manière dont nous consommons, la manière dont nous produisons. Et c'est typiquement la question des déchets. Donc on abordera ça dans un deuxième temps de la soirée, et ceci nous le ferons au travers d'une vidéo un petit peu plus longue de Tiffaine Ducharme, qui donne habituellement ce qu'on appelle des conférences gesticulées, et on en verra juste un petit extrait qui a été monté pour nous ce soir et qui servira d'intervention à ce sujet. Donc Tiffaine Ducharme est co-animatrice du livret Zéro déchet, et elle nous expliquera dans sa conférence gesticulée filmée de quoi il s'agit, quel est ce projet, en quoi il consiste, et nous en partagerons donc la réflexion. Troisième temps finalement eh bien la voilà qui arrive, troisième temps de la soirée, nous verrons avec Anne Sampognaro, qui est rapporteure pour le programme pour les questions écologiques en général et les questions agricoles en particulier, comment justement notre manière de consommer doit être complètement transformée, notamment par le choix d'un nouveau modèle agricole. Donc ça, ce sont les trois temps que je viens de vous présenter, et on va commencer comme toujours, par une intervention de notre première invitée, Martine Billard, qui sera suivie qui suivra, excusez-moi, une vidéo introductive de ta partie. D'accord ? Donc on commence tout de suite avec la vidéo sur l'intérêt de la planification écologique et l'exemple de la transition énergétique. Il faut sortir du nucléaire.
Et contrairement à ce que croient quelques imbéciles, sortir du nucléaire, ce n'est pas retourner à la bougie. En sortir, c'est au contraire un défi scientifique et technique extraordinaire, parce qu'il faut immédiatement mettre en place du 100% d'énergie renouvelable. On a moyen parce qu'on sait faire, on a la chance d'être la France, un grand pays qui a de l'argent, un grand pays qui a des moyens intellectuels. Je n'ai pas l'intention de jeter la pierre à ceux qui ont pensé, lorsqu'ils ont créé cette filière, que c'était un avenir raisonnable pour l'humanité. On ne savait pas, mais maintenant on sait que c'est dangereux, donc il faut arrêter. Il n'est pas vrai qu'un accident nucléaire à un endroit ne finisse par concerner que les gens de l'endroit en question. Je ne veux pas faire la l'affoleur public, mais vous savez comme moi que tant qu'il ne se passe rien, tout va bien. Mais le jour où il y a un accident, alors là on déguste. Et il y en a pour des générations. Fukushima, c'est toujours pas fini. Oui. Donc moi les gens, je vous dis ça. Quelle que soit votre opinion politique, c'est pas le sujet d'ailleurs. Il faut penser au bien commun et à l'intérêt général. Il faut arrêter ça avant que ça tourne mal. Il est prouvé que cette industrie et cette production est dangereuse. Bien sûr, dans un cas sûr, mais précisément, quand ce cas se réalise, la catastrophe est totale. Je rappelle que la centrale de Blaye, qui est à 50 km de Bordeaux, a failli une fois disjoncter, on va appeler ça comme ça, parce qu'il y avait des creux de 7 mètres et un vent de 140 km/h. Alors combien de temps va-t-on continuer à croiser les doigts et à compter que ça va s'arranger tout seul? Si une seule centrale saute, c'est pas les gens du coin qui vont être irradiés à mort, c'est tout le pays. Plus on tarde à prendre la décision de sortir du nucléaire, plus ça coûte cher en risque et ça coûtera cher en argent. Donc prenons la décision, on s'y met avec ordre et méthode, en rassurant les salariés, bien sûr, en leur disant, poste pour poste, tout le monde sera réembauché. Il faut décider maintenant qu'on sort du nucléaire et planifier le remplacement d'une énergie. En bon ordre, de manière disciplinée, sans montrer du doigt qui que ce soit, mais il faut en sortir. Eh bien, Martine, c'est à toi. Merci, bonsoir à toutes et tous. Donc bon, il y a eu des bonnes introductions par les vidéos. Donc la question c'est pourquoi la planification écologique est indispensable et à quoi sert-elle? Bon, puisqu'on entend dans les débats publics une remise en cause en nous traitant de tous les noms, nous serions jacobins, nous n'aurions rien compris à l'écologie et ainsi de suite. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'elle est indispensable? Bon, un certain nombre d'éléments ont déjà été donnés. Premier point, c'est par rapport à l'urgence écologique. Le réchauffement climatique, la perte de biodiversité et ce qu'on appelle la 6e extinction des espèces en cours, les pollutions qu'il ne faut pas oublier, pollution de l'air, pollution des eaux, pollution des sols, et notamment la dégradation des sols aussi, et la multiplication des molécules chimiques dans notre environnement avec toutes les conséquences en termes de santé pour les êtres humains, pour les animaux aussi d'ailleurs, aussi, et pour l'environnement. Donc ça c'est une première raison, c'est l'urgence écologique qui nécessite donc cette planification. Donc nous sommes aujourd'hui dans un modèle économique insoutenable, qui est donc ce qu'on appelle le modèle productiviste et le modèle libéral, avec ce qu'on peut appeler une dette écologique vis-à-vis des générations futures, puisque les ressources sur la planète étant limitées, si on consomme l'ensemble des ressources en quelques décennies, ça veut dire que les générations futures, on ne sait pas comment elles vont vivre. Et aujourd'hui, donc, nous avons un modèle économique qui est absolument intenable, si on ne réfléchit pas uniquement à l'aune de 30 années, ou même 50 années, ou même 100 années. La planète existe depuis longtemps, et les êtres humains sur la planète aussi. Bon, donc, ce serait quand même pas mal de pouvoir laisser cette planète dans un état qui permette la vie humaine encore pendant pas mal de siècles. Donc ça, c'est aussi deuxième point. Dette écologique donc vis-à-vis des générations futures, mais aussi dette écologique des pays riches vis-à-vis des pays du Sud. Il ne faut jamais oublier. C'est que les pays industrialisés ont pillé les pays du Sud, d'abord sur les métaux, les minerais. Bon, aujourd'hui, sous de nouvelles formes, on continue à piller les métaux et les minerais, sans problème. Bon, mais on pille aussi les ressources naturelles, notamment avec ce qu'on appelle la brevetabilité du vivant, c'est-à-dire notamment, par exemple, des communautés qui ont une connaissance notamment au niveau des herbes utilisables pour un certain nombre notamment en santé ou en alimentation, et que des multinationales, y compris de chez nous, ne se gênent pas à déposer des brevets dessus, sans se soucier des populations qui sont les populations qui connaissaient ces propriétés de ces plantes, et qui évidemment dans ce cas-là non seulement ne sont pas rémunérées, mais en plus sont souvent expulsés de leur territoire pour que les multinationales puissent utiliser tranquillement les plantes nécessaires. Donc très important, ne jamais oublier les deux aspects, dette vis-à-vis du futur, dette vis-à-vis des pays du Sud.
Donc c'est par rapport à ça donc, que ça a été proposé dès 2012 par Jean-Luc Mélenchon d'inscrire dans la Constitution ce qu'on a appelé la règle verte. Hein, c'était à l'époque tout le débat autour de la règle d'or, proposer la règle verte, donc qui a comme objet de ne pas prélever plus de ressources renouvelables, bien évidemment, parce que les autres, malheureusement, il faut bien qu'on en prélève quand même quelques-unes, même s'il faut être économe. Donc ne pas prélever plus de ressources renouvelables que ce que la planète peut renouveler, et ne pas produire plus que ce qu'elle peut absorber. Notamment, c'est par rapport aux déchets. Hein, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société du déchet, du tout jetable. Hein. Ça a été très à la mode, et c'était vu comme une modernité. Hein, le rasoir jetable, le bic jetable, et ainsi de suite. Bon, nos téléphones portables jetables, et qui polluent l'ensemble de la planète. Beaucoup plus d'ailleurs pareil, les pays pauvres, que nos pays riches à chaque fois. Donc pour répondre à cette difficulté, il y a deux solutions. Il y a ceux qui disent, il y en a qui disent, il n'y a pas urgence. Bon, on repousse. Mais plus on repousse, plus ça devient très difficile à gérer. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a urgence. Parce que plus on attend, plus les solutions seront douloureuses pour l'ensemble des habitants de cette planète. Et puis on peut arriver dans une situation où ça devient une situation incontrôlable, hein, y compris notamment au niveau du réchauffement climatique. Bon. Deuxièmement, la solution, ça peut être de dire le marché et les incitations financières, les incitations fiscales vont très bien arriver à régler ça. Ce qu'on nous explique à l'heure actuelle d'ailleurs, on nous explique que finalement, comme par exemple au niveau des énergies renouvelables, le prix des énergies renouvelables est maintenant au même niveau, voire inférieur au prix des hydrocarbures ou du nucléaire, de fait, ça va se faire de soi. Sauf que ça, à la limite, peut-être, aurait-on pu tenir cette position il y a 50 ans, on avait encore un peu de temps devant soi, aujourd'hui c'est plus possible, parce qu'il y a urgence. Donc, si on pense que la solution, ce n'est pas le marché, et un très bon contre-exemple, d'ailleurs, montre ce que peut donner le marché. L'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire. Bon, le secteur énergétique allemand est en grande majorité privatisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le secteur privé, il a cherché l'énergie la moins chère. Bilan, le charbon, puisque l'Allemagne est un producteur de lignite, qui est en plus le charbon le plus polluant. Bon. Donc on voit que quand on laisse faire le marché, voilà le résultat. Hein, c'est-à-dire dans un premier temps, ils polluent plus. Alors c'est vrai que l'Allemagne a beaucoup d'énergie renouvelable. Hein, on ne dit pas qu'ils n'en ont pas, mais on dit qu'ils ont remplacé le nucléaire dans un premier temps par la lignite, avec donc des conséquences en termes d'augmentation finalement des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà pourquoi il faut planifier. Et pourquoi donc il faut cette planification écologique pour pouvoir répondre à l'urgence sur tous ces aspects, l'urgence écologique sur tous ces aspects. Et donc, ce que disait tout à l'heure Charlotte, rétablir la gestion du temps long par rapport à la dictature du temps court. Alors en quoi consiste une planification écologique? Premièrement, ça consiste en un débat démocratique. C'est le premier point. Par rapport à tous ceux qui nous accusent de rêver de Gosplan. Bon, rappel historique, il y a eu de la planification en France. Hein, c'était promu par le commissariat au plan et ça a été mis en œuvre à la Libération. Hein, c'était une prolongation du programme du CNR. Donc pour reconstruire la France, il a été mis en place une planification, donc avec un commissariat au plan dont le dernier commissaire au plan était Henri Guénaud, bolchevique bien connu. Bon. Donc débat démocratique, ça veut dire on associe tout le monde. Comment? On associe les corps constitués, c'est-à-dire les syndicats, les organisations professionnelles, les associations, mais on associe aussi les citoyens, hein, par des débats citoyens à tous les niveaux, de manière à définir quel va être le plan écologique de la nation en termes d'urgence, de mise en œuvre et de secteurs concernés. Ensuite, après le débat démocratique, on organise l'articulation. C'est une articulation qui part de l'international jusqu'au local. Donc, vous voyez, par rapport à ceux qui, notamment Yannick Jadot, qui explique que Jean-Luc a une vision nationaliste de la planification et qui se préoccupe pas d'Europe, donc on dit on part de l'international jusqu'au local. Et on articule les niveaux, principe de subsidiarité en quelque sorte. Au niveau international, d'abord, on refuse le CETA, le TAFTA et le TISA, c'est-à-dire tous les traités internationaux qu'on veut nous imposer en ce moment et qui sont un vrai désastre pour l'environnement et pour notre planète et pour la santé. C'est deux aspects. Non. Et on rebalait tous les traités qui ont pu être signés par rapport à leurs conséquences sur notre planète. Bon. Donc ça, nous on dit ça. On dit, au niveau international, on va rebalayer et les traités qui seront non conformes au principe de la règle verte, ils seront renégociés ou rompus. Ensuite,
au niveau, on prend tous les niveaux, quoi. Il y a des choses qui pourront se traiter peut-être au niveau européen, peut-être. Bon. Et il y a des choses qui se traiteront au niveau national, parce que si on prend au niveau national de la France, donc, il faudra donc faire voter au Parlement une loi de planification écologique qui définisse les grandes orientations par rapport aux différents secteurs. Bon. Et ensuite, ce sera à tous les niveaux de voir comment c'est appliqué. Par exemple, si vous définissez un schéma territorial de transport, bon, vous le définissez nationalement parce que ça a besoin d'interconnexion. Hein. Ce n'est pas chaque région qui va décider localement comment elle fait ses transports et ensuite on se retrouve avec des transports qui ne pourraient pas être connectés. Ce serait absurde. Hein. Bon. Donc, il faut bien qu'il y ait un cadre national et ensuite qu'on puisse redescendre aux différents niveaux. Bon. Voilà un peu le principe, hein. On peut prendre d'autres exemples, je prendrai après le principe de l'énergie, mais c'est ça, le principe de la planification, c'est une articulation donc entre les différents niveaux. Ensuite, on crée des outils adaptés. Donc je vous ai dit, création d'un commissariat à la planification écologique, donc qui est chargé du pilotage, bon, et éventuellement des services départementaux avec des délégués départementaux qui sont chargés de l'articulation à leur niveau et avec les citoyens et les associations, les syndicats, les organisations professionnelles. À tout moment, il faut qu'il y ait cette appropriation par le peuple de cette question de planification. Parce que si on veut pouvoir répondre à cette urgence écologique, on ne le fera qu'en associant la population et qu'elle le fasse parce qu'elle est convaincue. Si on essaye d'imposer des mesures contre la population, ça ne va pas marcher. Ça ne marche jamais d'ailleurs. Hein. Bon, voilà. Ensuite, on va prévoir des obligations. Effectivement, c'est une planification écologique qui aura des obligations, notamment par rapport aux services publics. Par exemple, si on prend la SNCF, il y a des obligations. C'est-à-dire on arrête de fermer les lignes de trains régionaux. On arrête de fermer les gares. Bon, voilà, c'est un exemple. Hein. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y aura des obligations. Pareil par rapport à l'énergie, mais je vais y revenir. Ensuite, il y aura des indications fortes, par exemple par rapport aux collectivités nationales. Donc pourquoi je dis indication forte? Parce que dans la Constitution, alors après avec la 6e République, on verra ce qu'on met dans la Constitution par rapport aux collectivités. Mais bon, tant que c'est pas, tant qu'on n'est pas avec la nouvelle Constitution, les communes sont autonomes. Donc vous ne pouvez pas imposer. Vous ne pouvez pas dire à une commune, vous faites ça. Ça, c'est pas possible. Vous n'avez pas le droit. Par contre, vous pouvez inciter avec des mécanismes au niveau des aides. C'est-à-dire comme ça se fait déjà à l'heure actuelle. On le fera comme ça. Et ensuite, il peut y avoir des incitations, je pense, par rapport au secteur privé. Donc la fiscalité peut être différenciée par rapport aux entreprises selon qu'elles intègrent ou pas la dimension écologique. Celles qui n'intègrent pas la dimension écologique sont plus taxées et celles qui l'intègrent sont moins taxées. Ça, c'est à voir. Ensuite, il faudra revoir la fiscalité, les crédits et les normes. Bon, la fiscalité, parce qu'il reste des aspects de fiscalité qui sont des fiscalités anti-écologiques. Bon, il y a la fameuse fiscalité sur le diesel, à revoir. Mais il y a aussi la fiscalité sur le transport aérien, puisque le transport aérien aujourd'hui ne paye pas de taxes sur le kérosène, ce qui est un vrai problème, parce que ça représente quand même une fraction du réchauffement climatique. Et puis on peut avoir donc des fiscalités qui soient au contraire des fiscalités incitatives. Par exemple, au lieu d'avoir des diminutions de cotisations sociales sans clause, on peut avoir des diminutions de cotisations sociales en fonction de clauses sociales, bien évidemment, et aussi en fonction de clauses de santé environnementale. Par exemple, sur la cotisation accident du travail, vous pouvez mettre des clauses. Voilà. Bon. Ensuite, il y a la question des crédits. Aujourd'hui, par exemple, des entreprises, notamment dans tout ce qui est énergie renouvelable ou rénovation thermique ou apparition de nouveaux écomatériaux pour la rénovation thermique, quand il y a beaucoup de petites entreprises, ça foisonne au niveau idée. Le problème, c'est que souvent, arrivé à un moment, ils ont un problème de finances pour pouvoir continuer dans ce qu'ils trouvent. Bon, aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à obtenir des crédits des institutions bancaires. Donc, ça renvoie à une autre partie du livret, qui est le livret fiscalité, mais qui est l'idée d'abord d'avoir que la BPI ait une licence bancaire, ce qui permettra du coup, et dans les missions de la BPI, introduire le fait qu'il y a priorité aussi donc à tout ce qui est donc mission, aspect social et aspect environnemental et sanitaire. Enfin, il faudra revoir les normes. Bon.
Il y a des normes qu'il faut peut-être renforcer, il y en a d'autres qu'il faut peut-être créer, bon, en sachant que ce qu'il faut éviter, c'est de changer les normes constamment. Parce que ça, c'est aussi, quand vous voulez construire une filière industrielle, notamment pour tout ce qui est économie d'énergie, énergie renouvelable, si vous voulez construire une filière industrielle, il ne faut pas que les normes changent tous les 6 mois, parce que là, ça devient un peu compliqué à gérer pour les entreprises. Je veux dire, c'est quand même le B à bas. C'est d'ailleurs vrai, cette question de normes, pour d'autres aspects, parce que dans les questions sociales, c'est pareil. Hein. Mais bon, donc ça, il faudra planifier toute cette révision des normes. Enfin, donc, tous les secteurs concernés par cette planification, donc l'énergie, l'aménagement du territoire, bien évidemment, puisque vous voyez qu'aujourd'hui, on est dans un aménagement du territoire qui est plutôt un déménagement du territoire, hein, avec une concentration sur les grandes métropoles et des portions de territoire qui sont franchement à l'abandon, quoi. Toute la question des déplacements, hein, je ne mets pas de transport, je mets déplacement, parce que c'est à la fois les transports et aussi les déplacements. Parce que notamment dans les zones rurales, la question se pose de comment on organise des déplacements qui soient accessibles à tous, quoi. Ça concerne aussi donc l'agriculture, bien évidemment, avec la relocalisation, les circuits courts. Bon, ça, tout le monde, c'est presque le secteur le mieux connu par tout le monde, notamment avec les AMAP. Mais bon, donc c'est, je veux dire, par exemple, y compris de planifier la réduction de l'élevage, de l'élevage bovin, parce que bon, Jean-Luc le disait, il faut qu'on réduise les calories carnées. Bon, mais en même temps, c'est aussi à chaque fois garantir que les personnes qui travaillent dans ces secteurs, que ce soit des agriculteurs ou que ce soit dans d'autres secteurs des salariés, qu'ils aient une reconversion possible. Et dernier secteur concerné par la planification, c'est la production industrielle. Bon. Donc pareil, nous voulons aussi relocaliser, avoir des circuits courts. Bon, ça veut dire aussi dans la production industrielle, planifier le fait qu'on mette en œuvre et la réduction de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, et aussi le fait qu'on ait des produits qui soient des produits éco-conçus, comme on dit. C'est-à-dire que vous ne faites pas le même produit si vous le pensez dès le départ avec l'idée qu'il faut économiser les matières premières. Ensuite, il faut que ce soit réparable. Ensuite, il faut que ce soit recyclable et vous puissiez récupérer les matières premières. Donc c'est totalement une autre conception de la production industrielle ou artisanale pour certaines choses. Donc c'est ça aussi qu'il faut mettre en œuvre, avec du coup la possibilité pour tout le monde de pouvoir d'avoir des lieux où vous pouvez amener vos produits à réparer, ce qui aujourd'hui a quasiment disparu. Bon. Donc voilà un peu tout l'ensemble, tous les secteurs concernés par la planification. Et si on prend précisément la transition énergétique, alors vous savez que donc il y a la sortie du nucléaire. Bon, et non seulement ça nous fait pas retourner à la bougie, mais à l'heure actuelle, c'est plutôt si on on continue avec le nucléaire qu'on risque à un moment donné de se retrouver avec des bougies parce que il y aura un accident ou il y aura des problèmes avec des centrales, puisque vous savez qu'on a découvert que pas mal des cuves des réacteurs avaient des défauts, bon, plus tous les incidents qui se multiplient avec la volonté des gouvernements, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient PS, de poursuivre la durée de fonctionnement de ces centrales nucléaires. Donc ça, première chose, donc planifier la sortie du nucléaire. Donc il faut le planifier parce qu'on ne sort pas du nucléaire qui permet d'avoir 70% de l'énergie électrique, pas de toute l'énergie, jamais mélanger les deux, en France, sans le planifier. Parce que sinon, ça peut donner la situation allemande et sinon, ça donne ce que fait ce gouvernement, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Bon. Donc ça, en commençant donc la fermeture par les centrales les plus dangereuses. Donc Fessenheim, qu'il faut vraiment fermer, en travaillant avec les salariés de la centrale, en leur expliquant d'abord qu'une bonne partie de ces travailleurs resteront dans la centrale parce qu'on a besoin de leurs compétences pour pouvoir arrêter la centrale et la démanteler, que ça prend des décennies de démanteler une centrale nucléaire, on ne sait toujours pas bien faire. Bon. Ensuite, en faisant donc les centrales les plus anciennes et les plus dangereuses. Et puis, on arrête aussi la construction de l'EPR de Flamanville, qui est en plus un gouffre financier et un vrai désastre technique. Bon. Et on se retire de l'histoire de Hinkley Point en Angleterre. Bon. Ça, c'est le nucléaire. Et puis, vous avez vu, si vous avez suivi au moment de la COP21, donc tous les scientifiques sont arrivés à la conclusion que pour ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre au-delà d'un seuil qui, normalement,
nous ferait passer au-dessus des 2 degrés d'augmentation de température. Bon, l'impression c'est que ça va plus vite que ce qui était déjà prévu il y a un an, quoi. Non, il faut laisser 80-85% des énergies fossiles dans le sol, à l'échelle planétaire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on en prenne notre charge nous aussi. Et que les énergies restantes, c'est-à-dire les 15% restants, en fait, ils soient concentrés plutôt sur l'utilisation pour autre chose que des aspects énergétiques. Notamment, par exemple, des plastiques dont on a, par exemple, besoin. Je pense à tout ce qui est instrument de chirurgie. Bon, voilà. Donc il faut réserver l'utilisation de ces 15% d'hydrocarbures qu'on pourrait encore extraire, vraiment à des utilisations très précises, mais surtout plus ni au chauffage, ni à l'électricité, ni à la locomotion. Donc ça se planifie, ça. Bon. Alors, par rapport à ça, donc, si on veut sortir du nucléaire, sortir des énergies carbonées, il faut le remplacer. Alors, première chose, c'est il faut réduire notre consommation d'énergie, et c'est possible. Déjà, si on a des produits éco-conçus, on consomme moins. Parce qu'on a aussi des produits qui ont une durée de vie plus longue. Moi, je dis toujours, compte tenu de mon âge, j'ai connu l'époque où les machines à laver duraient 30 ans et on pouvait les réparer. Même moi, j'arrivais à la réparer. Donc, bon. Donc, voilà. Donc, non, mais c'est pour vous donner un exemple, quoi. C'est faisable. Et du coup, on consomme moins d'énergie. Bon, il y a ça. Ensuite, il y a le fait d'abord de supprimer toutes les consommations inutiles. C'est les panneaux publicitaires déroulants, c'est l'éclairage public la nuit. On peut arrêter, alors ça commence à être mis en œuvre, ça. Le fait d'arrêter entre minuit et 5 heures du matin, sauf dans quelques zones où ça poserait des problèmes de sécurité. Bon, mais ça, il faut le planifier, justement. Bon, il y a des communes qui commencent, ça c'est bien avancé. Justement, il y a des belles expériences, donc il faut apprendre d'eux. Sur l'éclairage sur les autoroutes, parce que pareil, il y a des expériences qui ont été faites où on peut supprimer l'éclairage sur les autoroutes la nuit dans les zones non denses de circulation, et en plus il y a moins d'accidents parce que les gens du coup lèvent le pied. Donc c'est une expérience involontaire qui a été faite quand il y a eu des vols de fils de cuivre sur les autoroutes franciliennes. Voilà. Et bon, donc voilà, donc chercher toutes les pistes de réduction de consommation d'énergie. Et déjà, avec ça, vous savez que le maintien des veilles sur tous les appareils diverses et variés, électroménagers, ça consomme l'équivalent de la centrale de Fessenheim, l'équivalent de ce que produit la centrale de Fessenheim. Donc vous voyez, déjà on peut en fermer une si on arrête avec les veilles. Bon. Ensuite, bon, il faut donc rénover le bâtiment, parce que c'est aussi une des passoires énergétiques. Bon, aujourd'hui, il y a quelques dispositifs, mais c'est des dispositifs qui ne concernent pas les foyers qui ont les plus bas revenus. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir les moyens de faire un emprunt pour pouvoir financer les travaux. Bon, donc ça veut dire qu'il faut mettre en place des dispositifs et des aides permettant à l'ensemble des foyers de pouvoir passer à cette étape de la rénovation thermique. Bon, parce qu'aujourd'hui, sinon c'est fait dans les logements sociaux, hélas pas assez vite, mais il reste le problème de tout ce qui n'est pas logements sociaux. Donc ça, il faut accélérer. Et y compris par exemple obliger les propriétaires, enfin interdire aux propriétaires de louer des appartements qui sont des passoires énergétiques. Alors ça, quand j'étais député, j'ai essayé plusieurs fois de passer l'amendement, j'y suis jamais arrivé. Mais nous y arriverons. Voilà. Et ça permettra donc de lutter contre tout ce qui est précarité énergétique. Et puis si vous avez des logements mieux isolés, vous consommez moins. Donc pour les personnes, c'est un gain de revenus finalement. Et même au niveau de la France, ça veut dire qu'on n'importe plus d'hydrocarbures. De toute façon, on va en sortir, mais même dans la première phase, on n'importe plus. Donc c'est un gain pour la balance commerciale et pour la balance des paiements. Donc vous voyez, c'est vraiment très positif. Et il faut développer donc les filières d'écomatériaux. Parce qu'en fait, il y a des tas d'écomatériaux qui sont bien plus intéressants pour l'isolation que ce qui est parfois fait aujourd'hui. Et en même temps, ce qu'il faut, c'est aussi mettre en place des systèmes de maître d'œuvre à disposition des personnes qui veulent mettre en œuvre cette isolation. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que des fois, dans la rénovation est faite par morceaux, ce qui fait qu'on perd une bonne partie de l'intérêt de la rénovation. Donc il faut vraiment mieux organiser ça, parce que par exemple les points énergie, ça existe peut-être à Paris, mais ça n'existe pas partout en France. Bon, donc voilà, et donc je conclus. Voilà. Donc vous voyez les exemples de ce que peut être une planification. J'insiste beaucoup sur le fait que c'est une meilleure organisation dans un but précis, qui est un but de répondre à l'urgence écologique, et ce n'est pas en faisant uniquement à partir d'en bas
qu'on va arriver à tout régler. Il faut partir du haut, partir d'en bas et tout articuler. Quel programme? Eh bien, nous allons passer à la séance des questions et je vous l'annonce, nous sommes plus de 2000 personnes présentes en fait au-delà de cette salle et qui suivent cette séance. Nous avons donc un certain nombre de questions, voilà, qui viennent du chat YouTube et c'est tout, je crois, pas de Facebook ou de Facebook aussi peut-être. En tout cas, voilà, il y a un certain nombre de questions. Tu peux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout un lot de questions en plus de celle-ci, que je lirai pour qu'elles soient entendues de la salle. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Merci, bonsoir, merci pour votre intervention. J'avais une question sur la rénovation du bâti et la transition énergétique et tout ce qui concerne les économies d'énergie en règle générale. Il y a un point qui n'est pas abordé dans le programme, ça me paraît problématique, c'est la rénovation et les exigences énergétiques pour les bâtiments d'entreprise. On parle on parle beaucoup des ménages, c'est vrai qu'il y a aussi une urgence sociale derrière, mais effectivement, il n'y a aujourd'hui pas vraiment d'obligation pour les maîtres d'œuvre dans ce cadre de chantier, sur le chantier, c'est quand même problématique. Je crois que c'est 40% globalement de l'énergie qui est consommée par le bâti en règle générale, pas uniquement les logements, et on laisse un petit peu de côté. Et par ailleurs, je voulais avoir votre avis sur les dispositifs, les rares dispositifs qui existent déjà par rapport aux économies d'énergie, notamment par exemple les certificats d'économie d'énergie. Qui fonctionne en fait en obligeant les fournisseurs à faire une économie d'énergie sur chiffre d'affaires, et où finalement il y a une place de marché qui se crée et le financement il est fait par l'entreprise au départ, ça arrange des collectivités, mais finalement tout ça c'est un petit peu géré à la sauvage parce que voilà, c'est dans une logique libérale et sans plan d'ensemble. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces dispositifs qui existent, qui pour l'instant existent faute de mieux? Est-ce qu'on les améliore? Est-ce qu'on renverse la table? Est-ce que quel est votre avis sur ces questions? Autre question? Non, je peux. Oui. Ça y est. Oui, bonsoir, merci. Moi, j'ai une question sur la place du nucléaire militaire dans tout ça, puisqu'il me semble qu'en politique internationale, la France insoumise assume la stratégie de dissuasion nucléaire. Et alors, comment ça s'articule avec la sortie du nucléaire civil? La question de comment faire que les déchets d'une industrie soient les matières premières d'une autre. Il paraît qu'au Danemark, c'est une chose qu'on a mis, c'est-à-dire des blocs d'industrie qui fonctionnent ensemble avec d'autres secteurs qui font que les déchets de l'une servent de matière première des autres. Deuxième question, j'étais en Serbie et j'ai vu qu'il y avait un système qui n'est pas très pratiqué en France, qui est le chauffage de ville. C'est-à-dire, il y avait des usines, les usines elles jettent une quantité d'énergie monumentale dans l'air, plutôt que de perdre cette énergie, la transformer en eau chaude pour les citoyens. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais vous poser une question par rapport à la constitutionnalisation de la règle verte, puisque moi c'est une mesure que je trouve très intéressante, mais ne pas prendre à l'environnement plus que ce qu'il peut donner, grosso modo ça veut dire réaligner tous les temps économiques et financiers sur les temps naturels. Pour le dire autrement, ça veut dire en gros sortir totalement de la temporalité de l'accumulation du capital telle qu'on la connaît aujourd'hui. En gros, donc, vous voyez où je veux en venir. Donc ma question c'est quel serait le calendrier pour parvenir à un respect effectif de cette règle? Bonsoir. Juste peut-être, je ne sais pas si c'est à ce moment-là ou peut-être après, au niveau de la pédagogie, au niveau de l'éducation, des programmes scolaires, que ce soit élémentaire, secondaire, voire les filières à développer au niveau du professionnel, parce que je pense que ça se projette aussi, et aussi au sein de la vie finalement des établissements scolaires, quels qu'ils soient, toute l'éducation à faire, et pas forcément au niveau des élèves, mais des enseignants,
Alors il y a des conseils régionaux qui financent certains lycées éco-responsables, mais je pense il y a beaucoup de choses aussi à faire à ce niveau-là, puisque ça commence quand même, je pense, là. Voilà. Une dernière dans la salle et après je lis les questions. Moi, j'ai une question sur l'énergie hydraulique. Je sais que c'est un gros potentiel qui est expliqué dans le livre de la France Insoumise. J'aimerais bien connaître et que vous nous en parliez un peu plus ce soir. Bien. Alors, sinon, Octave, je crois, nous demande, Jean-Luc Mélenchon parle de centrales solaires, centrales, j'imagine, éoliennes, hydrauliques, mais est-ce que rendre chaque maison autonome fait tout autant partie du programme? Quid de la décentralisation énergétique? Bon. Pibosque demande, merci de préciser le mot renouvelable pour la règle verte. Alors là, je ne sais pas. Bon. Et ensuite, éducation 26, c'est la Drôme, sortir du nucléaire. Oui, mais les déchets, avons-nous des solutions? Bon, ça, ce sera le deuxième exposé. Mikem, alors, les envoyer dans l'espace. Ah, c'est quelqu'un qui répond sur les déchets. Donc, il y a une proposition. Bon, on reviendra peut-être là-dessus. Et Jeanne Capalu demande comment on calcule la règle verte. Alors, je vais essayer de regrouper tout. Alors, sur la règle verte, renouvelable. Par exemple, les métaux, c'est pas renouvelable. Hein, si vous prenez l'or, l'argent, bon, c'est pas renouvelable. Donc, on peut pas dire qu'on va pas prendre plus que ce qui est renouvelable, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de renouvelable. Donc, ce qu'il faut, c'est, bon, par contre, éviter de piller la planète en 30 ans, quoi. Bon. Par contre, les ressources, je sais pas moi, l'eau est renouvelable par la pluie. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ça? Les sols sont d'une certaine manière renouvelables en partie. Les plantes, tout ça, sont renouvelables. Le bois est renouvelable, les forêts, bon, voilà. Donc c'est un peu tout ça qui serait concerné. Bon. C'est aussi, par exemple, l'idée de la règle verte, c'est par exemple si on prend Notre-Dame-des-Landes. Bon. Eh ben, Notre-Dame-des-Landes, le fait de construire l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes assèche une zone humide. Et ça, vous ne pouvez pas la renouveler, la zone humide, hein, parce que soi-disant qu'il y a un système de compensation, mais c'est totalement bidon. Donc là, la règle verte dit, bah non, Notre-Dame-des-Landes, c'est pas possible. Parce que ça veut dire disparition d'une zone humide. Bon. Et c'est mauvais pour l'écosystème. Hein. Donc c'est ce genre de... Ou si on prend Europa City, hein, l'immense projet de centre commercial vers Gonesse, hein, dans le Val d'Oise, ben c'est pareil, ça veut dire que c'est des terres qui vont être retirées à des possibilités agricoles. En plus, c'est la plaine de France, c'est parmi les terres les plus fertiles de l'île de France. Donc bah, au nom de la règle verte, c'est pas possible. Hein, puisque s'il y a implantation d'Europa City, ben, il n'y a plus de terres agricoles. Donc vous voyez un peu l'idée. Bon. Alors, à quelle échéance ben, comme ce sera dans la nouvelle constitution, voilà. Mais en attendant qu'il y ait la nouvelle constitution, on peut quand même avoir ce principe en tête, hein, et essayer de l'appliquer au maximum. Mais c'est vrai, bon, on peut voir ce qu'on peut, parce que le problème de changer la constitution, c'est que on a dit qu'on la changeait pas par, voilà, c'est compliqué, et on a dit qu'on la changeait par une constituante. Donc bon, voilà. Donc ça, alors sur le nucléaire, donc effectivement. Sur les déchets, j'en ai pas parlé, mais ça veut dire qu'il faut continuer la recherche, puisqu'on ne sait pas les traiter aujourd'hui, hein, on les stocke. Bon, alors d'abord, nous on est contre le traitement en sous-sol comme à Bure, parce que bon, c'est très dangereux, puisqu'on ne sait pas ce que ça devient. On n'a qu'à voir, hein, le fameux sarcophage de Tchernobyl qui est parti quand même en miettes, celui de Fukushima aussi, là, on vient d'apprendre qu'il y avait un trou dedans. Bon, donc vouloir stocker comme ça, bon, on préfère que ce soit stocké en surface, parce qu'au moins, bon, on sait où ils sont. Et par contre, il faut effectivement continuer la recherche sur les déchets pour voir si on arrive à trouver une solution pour les réduire. Hein, puisque ce sont des millions d'années, hein, les déchets du nucléaire. Bon. Donc ça j'ai fait. Alors sur la place du nucléaire militaire. Alors ça j'ai pas traité. Donc bon, on est pour la dissuasion et pour le désarmement multilatéral. Bon, voilà, mais je ne ferai pas aller plus loin. Dans quel ordre je prends après, peu importe finalement. Alors oui, alors sur les maisons autonomes, bon, c'est pareil, c'est le principe de subsidiarité. Si on peut avoir de l'autoproduction,
avec de l'autoconsommation, c'est parfait. Hein, parce que ça veut dire que du coup, on n'a pas besoin ensuite de faire appel à d'autres productions plus regroupées, quoi. Hein, donc il faut commencer déjà par ça. C'est pour ça que l'isolation des maisons, ça permet de diminuer la consommation. Bon, des maisons anciennes, ça ne permet pas toujours d'arriver, ça permet même très rarement d'arriver à une maison qui soit une maison autonome. Hein. Ça, c'est pas possible dans l'ancien, dans les nouvelles constructions, si. Donc ça veut dire que aujourd'hui, et au passage d'ailleurs, dans le livret sur la planification, il est bien inclus les bureaux et les entreprises en catégorie A. Voilà. Donc c'est moi qui l'ai oublié tout à l'heure. Hein. Non, parce que c'est vrai, vous avez raison, c'est très important. Hein. Bon. Et y compris par exemple imposé sur les immeubles. Il y a une société qui s'appelle Nexis, qui était une filiale d'EDF qui a été mise en liquidation, qui avait développé un brevet, qui était un brevet de vitres photovoltaïques. Donc ça c'était parfait, parce qu'effectivement sur tout ce qui est bureau, on s'en moque de ne pas avoir dehors. Donc voilà, c'était ça. Donc ça, on va voir si on peut récupérer le brevet. Bon, et effectivement, après, imposer une norme. C'est-à-dire, on dit, ben, voilà, toute construction de bureaux, d'entreprises et tout, doit avoir telle norme au niveau énergétique. Donc voilà, donc d'abord autoproduction, donc pour autoconsommation. Ensuite, production locale, hein, par des associations de citoyens, comme ça commence à se faire, par des régies publiques, par des coopératives, bon, donc au maximum. Bon. Et puis, bon, ensuite, il y a quand même de la production qui est là plus pas forcément centralisée d'ailleurs, mais bon, par exemple les barrages hydrauliques, bon, ou autres, parce qu'on en a besoin aussi pour un certain nombre, par exemple les usines, à l'heure actuelle, la sidérurgie, vous ne la faites pas fonctionner avec des éoliennes, quoi, hein, bon. Donc on a besoin aussi d'énergie plus constante, hein, que de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne, et donc celle-là, il faut plutôt la réserver justement aux utilisations qui ne peuvent pas supporter des énergies qui ne soient pas constantes. Bon, en sachant que quand même, visiblement, on avance beaucoup dans le stockage, puisque je viens de lire aujourd'hui qu'il y a une proposition de réutiliser les batteries de voitures électriques qui, quand elles sont quand leur niveau d'efficacité baisse à 70%, c'est plus utilisable pour les voitures, mais ça peut être utilisable comme matériel, enfin comme possibilité de stockage d'électricité. Donc c'est assez intéressant, mais avec une interrogation sur les voitures électriques, puisque pour nous, pour notre part, nous sommes quand même, pour être prudents sur les voitures électriques, avec ce que ça signifie quand même, parce que ça ne réduit pas la place de la voiture. Mais par contre, bon, pour les flottes captives, et ça, oui. Donc, utiliser dans ce cas-là les batteries ensuite comme élément de stockage, c'est intéressant. Donc, sur l'hydraulique, nous sommes pour l'énergie hydraulique. Bon, en France, la question ne se pose plus tellement, parce que, bon, par contre, nous sommes contre la privatisation des barrages. D'abord, pour un principe simple, c'est qu'on les a payés avec l'argent public, donc on ne voit pas pourquoi c'est des entreprises privées qui vont aller se faire du fric, puis parce qu'on veut maîtriser justement notre énergie pour pouvoir ensuite décider comment on l'utilise. D'ailleurs au passage j'ai oublié de dire que nous étions pour un pôle public de l'énergie justement pour cette raison, pour pouvoir avoir la maîtrise pour la transition énergétique. Par contre sur les barrages, effectivement, dans d'autres parties du monde où on construit des immenses barrages, on dit que c'est peut-être pas la solution, on peut construire des plus petits barrages. Alors c'est vrai, ça coûte plus cher, parce que des fois au lieu de construire un immense barrage, on en construit deux. Bon. Mais en tous les cas, c'est moins dévastateur pour l'environnement. Hein. Mais on ne peut pas se passer de l'énergie hydraulique, hein. Sinon on n'y arrive plus, quoi. Sur donc la rénovation, sur les certificats d'économie d'énergie. Bon. Et par exemple, on pourrait aussi parler du marché carbone. Hein. Bon, nous ne sommes pas pour ces mécanismes de marché, parce que ça se termine toujours pareil, ça se termine soit en bulle spéculative, bon, soit de toute façon avec y compris des procédés de détournement, comme on l'a vu sur le marché carbone. Donc il faut trouver d'autres façons de faire, donc, par les normes, par les fiscalités incitatives, que par le marché. Alors sur les déchets d'industrie qui doivent servir, oui, ça oui, absolument, qui devraient pouvoir servir de matière première pour une autre industrie. Un exemple, quand c'était en 2012, la première entreprise sidérurgique qui a fermé, c'était Gandrange, avant Florange. Hein, c'était Gandrange dans la même zone, hein, c'est la même vallée, qui était aussi à Arcelor. Bon, et la section CGT de Gandrange avait travaillé sur une alternative avec les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs et un cabinet qui les avait aidés. Bon, justement sur l'idée de récupérer la ferraille, parce que dans la région, il y avait beaucoup d'usines qui fermaient, donc il y avait beaucoup de ferraille.
hein, les bâtiments qui étaient les entrepôts, tout ça, donc récupérer la ferraille au lieu d'importer du fer. Donc ça c'est un exemple. Bon, et justement, avec la ferraille c'est possible. Hein. Donc c'est un bon exemple et d'utiliser la ferraille à la place d'importation de fer pour faire tourner le haut fourneau. Et de récupérer le CO2 à la sortie du haut fourneau pour justement l'utiliser en énergie. Bon. Donc voilà, il y avait toute une réflexion qui avait été faite. Il y avait un autre exemple qui avait été fait qui était près de Rouen, entre plusieurs entreprises, dont une imprimerie et une raffinerie, pardon, voilà. Et donc, la proposition, c'était effectivement de pouvoir récupérer de la raffinerie, de l'énergie pour la papeterie, et ainsi de suite, pour faire des circuits finalement d'économie circulaire. Hein. Alors, si vous voulez, sur l'économie circulaire, c'est positif à condition que ça consiste pas, l'idée est intéressante, à condition que ça consiste pas de partir de ce qui est et de vouloir rester dans ce qui est. Parce qu'aujourd'hui, comme on gaspille énormément, si on peut continuer à gaspiller en économie circulaire. Hein, c'est ça le problème. Hein, à l'heure actuelle, c'est quand même beaucoup ça, souvent. Donc l'idée, c'est bien, on commence d'abord par faire la chasse à tout ce qui est gaspillage, que ce soit au niveau énergie, que ce soit au niveau matières premières. Hein, bon, et ensuite, on passe à l'économie circulaire, donc, puisque si on a conçu dès le début les produits pour pouvoir être recyclés en fin de vie, on peut faire de l'économie circulaire. Ceci étant, attention, on ne récupère jamais la totalité des métaux utilisés. Hein, il y a toujours une perte, quoi. Donc on recycle jamais 100% des métaux utilisés. Donc sur le chauffage de ville, oui, absolument. Il faut utiliser sur la question d'énergie, il faut utiliser tout ce qui est possible, en fonction de ce qui est le plus disponible sur un territoire donné. Par exemple, dans le sud, bon, on peut utiliser les panneaux solaires. Bon, quand vous êtes en zone de venteuse, vous pouvez utiliser les éoliennes, y compris des éoliennes personnelles, enfin privées. Il y a les champs d'éoliennes, mais on peut aussi avoir une éolienne dans son jardin et être autonome. Bon. Ailleurs, ça va être la géothermie. Par exemple, le bassin parisien, vous avez beaucoup de géothermie. Bon. Les dom-toms, vous avez énormément de géothermie parce que ce sont des îles volcaniques. Bon. Si on n'avait pas, si ce gouvernement n'avait pas privatisé, par exemple, la centrale de Bouillante, en Guadeloupe, qui était d'ailleurs la seule centrale géothermique produisant de l'électricité. En général, les autres sont plutôt justement connectés au réseau de chaleur pour le chauffage, notamment des HLM. Bon. Donc voilà, donc il faut vraiment, quand vous êtes en bord de mer, vous utilisez les énergies marines. Et les énergies marines, il y en a de plusieurs types. Ça peut être de l'éolien en mer, ça peut être des hydroliennes, ça peut être l'énergie des marées, bon, et ainsi de suite. Donc il faut faire feu de tout bois, et donc il faut faire énergie de tout bois. Hein. Mais à chaque fois, en fonction de ce qui s'adapte le mieux au territoire. Ne pas chercher, c'est un peu la manie, mais c'est un peu le problème donc des projets, des fois où aujourd'hui il y a des mobilisations contre, c'est des immenses champs d'éoliens qui ne sont pas pensés par rapport au territoire. Par exemple, aller mettre une éolienne à Étretat, c'était pas très heureux. Bon. Donc, voilà. Donc on est pour les éoliennes, mais quand même en tenant compte de où on les met. Sur la pédagogie, oui, tout à fait. Alors normalement, c'est depuis, je ne sais plus quelle loi, parce que c'est quand j'étais encore député, qu'il est prévu dans les programmes scolaires de la formation à l'environnement. Et puis en plus, les enfants sont très réceptifs, on peut leur apprendre beaucoup de choses, bon, et qu'il faut peut-être réintégrer dans la formation des enseignants aussi. Je crois que j'ai répondu à tout. Hein, j'ai rien oublié? Je crois pas. Non, c'est une belle performance, Martine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va te laisser partir pour cette séquence qui s'achève maintenant. De la force du peuple quand il surgit dans son histoire. Je savais que vous seriez là. Je savais qu'elle est inépuisable. La vague qui nous porte, génération après génération.